Avant de commencer cette émission, on aimerait rendre hommage à Carl Weathers, qui nous avait énormément marqué dans son rôle d'Apollo Creed dans la saga Rocky, pour sa présence iconique dans Predator et pour son grand retour dans la série Mandalorian. On a appris sa disparition hier soir, au moment où on enregistre ça, et ça nous a beaucoup attristés. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Ils savent que le monde entier va regarder ce combat. Il n'y en a pas un capable de me battre. Ils veulent pas être le mec qui prend une branlée devant le monde entier. Du cinéma, de la coque, des hippies et des têtes d'affiche, deux films qui à première vue se ressemblent beaucoup, mais qui en fait n'ont rien à voir. Bienvenue dans Rien à voir les films, 4e épisode de ce podcast cinéma. Et la personne en face de moi se nomme toujours Benjamin. Bonjour Benjamin. Salut. Est-ce que tu es satisfait des films dont on va parler aujourd'hui ? Bah écoute, oui. Est-ce que c'est moi qui les ai choisis et c'est pas n'importe lesquels? Parce que Babylone, il est dans mon top 5 et c'est le numéro 1 de mon top de l'année 2023. Et Once Upon a Time in Hollywood, c'est un de mes Tarantino préférés, malgré le fait que ce soit le dernier en date actuellement. Un succès un peu plus modéré sur le dernier épisode. En tout cas, on espère que le concept vous plaît toujours autant. En tout cas, si vous avez raté notre dernière émission consacrée à Tootsie et Madame Doubtfire, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Et pour être au courant des actualités du podcast, vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram Rien à voir les films. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et partager le podcast à d'autres personnes qui aiment le cinéma. Cette semaine, on est allé voir un film phénomène de ce début de février, The Zone of Interest, et on a plutôt eu le même ressenti avec Benjamin. Est-ce que tu veux en parler ? Bah ouais, je vais commencer. Alors c'est le premier film de Jonathan Glazer que je vois. Donc La Zone d'intérêt qui parle de la famille qui gérait le camp de concentration d'Auschwitz. Et c'est filmé de leur point de vue, on les suit dans leur vie quotidienne. Et c'est assez perturbant parce que il y a un malaise constant dans le film. Et d'un autre côté, je sais pas ce que j'en ai pensé parce que, certes, il a plein de qualités et je vois ce que le réalisateur a voulu faire, mais je trouve que c'est soit trop, soit pas assez en fait. Et en termes de rythme aussi, je sais pas, il y a quelque chose de très bizarre. Peut-être que c'est juste la façon dont le film est fait qui me rend un peu perplexe, mais je sais pas. Je suis pas 100% convaincu, même si je comprends l'engouement autour. Alors en fait, pour ceux qui n'ont pas forcément vu le film, donc c'est effectivement l'histoire de cette famille qui vit à côté d'Auschwitz. Ils ont une maison qui est paradisiaque, ils ont une piscine, un chien, des enfants, des domestiques. Parce qu'il y a juste un mur qui sépare la maison et le camp, quoi. On le voit derrière. Il y a une clôture, on le voit derrière, et il y a ce double film. Il y a le film qu'on voit et le film qu'on entend, avec l'audio où on entend les camps d'Auschwitz. En fait, le film nous choque avec cet audio et cette dissonance que le film crée, mais je trouve malgré tout un peu facile de provoquer ce genre d'émotion quand on parle de la Shoah, qui est un sujet quand même pas facile. Et je trouve que à part cette idée de double film, le film n'apporte pas grand-chose, même si la mise en scène reste quand même assez incroyable, assez bluffante. Et c'est vrai que c'est assez dur de faire des films sur la Shoah, parce que forcément on a la volonté de choquer un peu à chaque fois. Et de rendre hommage en même temps. Je pense que c'est un film qui va diviser. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont quitté la salle quand on y était. Mais en général, les films qui divisent beaucoup, c'est aussi des films qui restent, c'est des films dont on parle. Donc dans tous les cas, on vous invite à découvrir The Zone of Interest au cinéma. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que les critiques sur YouTube, sur TikTok, ils sont tous très unanimes sur le sujet pour dire que c'est incroyable. Je pense qu'il doit y avoir quelques hypocrites dans le lot parce que je pense que c'est vraiment un film qui divise. Après, hormis ce film-là, en termes de sortie de début d'année, on est allé voir Poor Things de Yorgos Lanthimos, on est allé voir Godzilla Minus One. Franchement, un bon début d'année. Alors évidemment, on n'a pas tout vu et on va pas parler de tout, mais là, ça démarre très très bien, 2024. Surtout que là, le prochain grand événement cinématographique, alors, tu as pensé à Dune, mais non, c'est Madame Web qui sort dans 15 jours. Quel enfer. Voilà. Et j'irai le voir, parce que j'ai un cinépass et que je veux me sacrifier. Je m'attends à un truc vraiment naze et des fois... Tu sais, c'est comme quand tu ralentis pour voir l'accident au bord de la route. Là, c'est un peu pareil. Ouais. Sauf que tu ralentis pendant 1h40. Sinon, au cinéma, il y a un autre film qui est vraiment très bien, qui s'appelle Iron Claw, que pour le coup, je vous invite absolument à aller voir. Je n'ai pas encore vu d'ailleurs, donc c'est pour ça que... Tu pourras le rattraper. Bien sûr, c'est prévu. Le concept de la semaine dernière nous avait plutôt bien plu. Et c'est vrai que c'est plus facile de chercher des différences que des similitudes. Dans les films ou... Oui, dans les films, oui, parce qu'on parle toujours de cinéma, on va même parler de films qui parlent de cinéma, parler de deux films qui racontent l'histoire d'acteurs vivant la vie hollywoodienne à l'approche d'une grande révolution dans le cinéma et dans la façon de produire les films. Deux films avec Brad Pitt qui a des problèmes de couple et Margot Robbie qui est une actrice qui gruge pour avoir une séance gratuite au cinéma pour aller voir son film et observer la réaction du public. On y suit des carrières d'acteurs qui montent, qui descendent dans cet univers très festif et un peu hors de la réalité qu'est Hollywood. Ce sont avant tout des hommages au cinéma, aux salles de cinéma, aux films qu'on aime tant,
et qui mettent en valeur les plus beaux métiers du monde qui sont ceux de cette industrie. On y voit des histoires de réussite et de désillusion, des chutes vertigineuses et de la violence, et pourtant ces films n'ont en réalité pas grand-chose à voir. On va commencer par Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, qui est une uchronie, donc une revisite de l'histoire, un peu comme il avait fait avec Inglourious Bastard, où là on suit Rick Dalton, qui est un acteur hollywoodien qui est un peu sur le déclin, qui est accompagné de sa doublure de toujours, Cliff Booth, qui sont interprétés respectivement par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Et en parallèle de cette histoire d'amitié, on suit Sharon Tate, qui est interprétée par Margot Robbie. Donc Sharon Tate, vraie actrice, du coup, feu épouse de Roman Polanski dans les années 60, qui a été malheureusement assassinée par des hippies, donc de la secte de Charles Manson, qui est un tueur en série américain notable. Et donc ce film, c'est, on suit ces deux histoires en parallèle. Comment est-ce qu'elles vont se rejoindre dans ce gigantesque hommage de Tarantino au Hollywood des années 60, qui précède l'arrivée du nouvel Hollywood, avec les réalisateurs comme Spielberg, George Lucas, Scorsese. Voilà, c'est la fin d'une ère et le début d'une autre. Et du coup, le deuxième film dont on parle, c'est Babylone. Eh oui, Babylone, c'est le 4e film de Damien Chazelle après Whiplash, La La Land et First Man. C'est un film où on suit donc 3 personnages, comme dans Once Upon a Time in Hollywood. Un acteur très connu, avec beaucoup de succès, joué par Brad Pitt. Une actrice qui rêve de devenir une immense star, jouée par Margot Robbie. Et un homme qui est un peu touche-à-tout et qui rêve surtout d'aller sur un plateau de cinéma, qui est joué par Diego Calva. Et leur destin va se croiser à plusieurs reprises entre les énormes soirées, les plateaux de tournage et les studios. Ils vont tous les 3 connaître le succès, mais à l'arrivée du parlant dans les films, va venir bousculer leur vie et mettre leur carrière en péril. Hollywood change, et dans le cas de Margot Robbie et Brad Pitt, ils ne sont plus vraiment les bienvenus dans ce monde. Le film excelle dans ces scènes de chaos, cette frénésie des tournages, des soirées décadentes, et quand le silence vient d'un seul coup briser tout ça, c'est assez magistral. La première fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai un peu eu l'impression de voir un générique de fin du cinéma en mode après il n'y a plus rien. C'est un récit qui est vraiment bouleversant, qui provoque énormément d'émotions. Comme dans les films de Damien Chazelle, on a envie de danser, de chanter, on rit, on pleure, on tombe amoureux, et on a peur aussi. Et c'est ça la magie des films de Damien Chazelle, selon moi. Ouais. Après, ce qui me fait un peu peur pour sa carrière, justement, à Damien Chazelle, c'est que c'est son deuxième flop d'affilée, parce que Whiplash a été un succès, La La Land, c'était un méga succès, sauf que First Man et Babylone, ils ont fait des fours au box-office, malgré des bonnes critiques. J'ai un peu peur des chances que lui laisseront l'industrie. Est-ce qu'il arrivera à reproposer un nouveau film aussi ambitieux? Parce que Babylone, c'est ultra ambitieux. Je dirais, à l'image, le film a coûté 80 millions de dollars, et ça se voit. J'ai peur qu'on lui laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour ses prochains films. C'est quand même des films qui ont moyennement marché, qui ont fait des fours aux États-Unis, mais c'est des films qui ont beaucoup marché à l'étranger, notamment en France. Voilà, c'est des films qui ont eu beaucoup de succès et qu'on a beaucoup aimé. C'est un peu rassurant pour les goûts du public. Ouais. De manière générale, même un autre film qui parlait de cinéma qui était sorti la même année, c'était The Fabelman, de Spielberg pourtant, donc un gros nom, et qui, pareil, n'avait pas énormément marché aux États-Unis. C'est un public compliqué. Après, Spielberg, je pense qu'à l'âge où il a, et vu la renommée qu'il a, je pense qu'il s'en fout de faire des fours du moment que le film lui tenait à cœur. Genre, il peut venir faire n'importe quel blockbuster, il va nous faire Ready Player One 2, que ce sera un succès. Bon, il n'a plus rien à prouver. Contrairement à Damien Chazelle, qui lui, il a la trentaine. Mais ça reste l'acteur, le réalisateur le plus jeune à avoir reçu un Oscar. Bien sûr. Donc il y a quand même un certain prestige à être Damien Chazelle. Et donc pour toi, Benjamin, en quoi est-ce que ces deux films n'ont rien à voir? Ces films, ils n'ont rien à voir. Je pense que c'est le point de vue de l'auteur. Là où Tarantino, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un gigantesque hommage. En fait, il glorifie cette période. Alors forcément, avec quelques points noirs, mais voilà. On sent que c'est pas un documentaire, mais presque, dans le sens où, voilà, c'est un film tranche de vie. On suit ces personnages, ce qu'ils font, leur vie quasiment quotidienne. La voix off avec Kurt Russell qui explique, il se passe ça, il se passe ça. C'est plutôt léger, en vrai. Il y a quelques scènes de tension, évidemment, mais on y reviendra plus tard. Mais globalement, ça va, ça se suit, c'est assez reposant comme film, je trouve. Alors que Babylone, je trouve que ça va 1000 à l'heure. Alors, ce qui n'est pas du tout un défaut, au contraire, comme tu l'as dit, c'est un chaos quasi permanent. Et au contraire, Damien Chazelle, il met en exergue les chutes comme Once Upon a Time in Hollywood, mais c'est encore plus grave, c'est encore plus atroce. En fait, on le voit, Margot Robbie, ça devient une junkie endettée, Brad Pitt, il se colle une balle dans le buffet. Enfin, le seul qui s'en sort à peu près, c'est Manny, juste parce qu'il ne peut plus travailler dans son métier, en fait. Il se fait chasser de Los Angeles. Voilà. Chazelle, il fait souffrir ses personnages, et même très littéralement, il y en a qui se font chier dessus, pisser dessus, vomir dessus. On a quand même la triade du pipi caca vomi, c'est assez magnifique. Mais voilà, alors que Once Upon a Time in Hollywood, la fin, c'est plutôt un happy ending. Que ce soit pour Rick et Cliff, même pour Sharon Tate, qui du coup évite de mourir comme dans la vraie vie. Moi, je trouve que c'est sympa. Voilà, c'est comme Inglourious Bastard où Hitler et Goebbels se font fumer à la fin. C'est vrai que Tarantino, il a tendance à protéger ses personnages. Il les enferme dans une vision assez idéale où on sait que
que dans le futur, ils pourront continuer à vivre leur vie, à faire leur petit tournage. C'est pas du tout la vision de Damien Chazelle. Je crois que Tarantino avait dit l'an dernier ou il y a 2 ans que dans la timeline de son film, Rick Dalton mourrait en 2022 ou en 2021. Voilà, donc ça ne sert à rien. Voilà, c'est inutile, mais ça veut dire qu'au moins il aurait eu une longue vie a priori, donc plutôt. Parce que ça se passe dans les années 60. C'est ça. Les films se passent dans 2 époques très différentes. Pour Babylone, on est entre 1926 et 1932. Donc à l'époque, les films sont encore en noir et blanc. C'est assez marrant parce qu'ils les tournent vraiment, pas à l'arrache, mais un peu au milieu de nulle part, dans des petits décors où il y a un brouhaha permanent. Toujours cette idée de chaos, où il y a les musiciens qui jouent à côté pour rythmer les scènes. Et d'un seul coup, donc dans les années 30, le parlant arrive et c'est là que le film devient silencieux. On arrive dans des hangars. Tout le monde s'enferme. Tout le monde s'enferme, c'est ça. On est obligé de faire nos films chacun de notre côté. C'est vraiment une manière de produire qui est très différente. Et ils ont du mal à s'ajuster. J'adore la scène où ils essaient de tourner ce plan avec Margot Robbie qui est dans le film, arrive à l'université. Et que voilà, à l'époque, ils étaient obligés de filmer avec les caméras dans des caisses insonorisées. Parce que la caméra, ça faisait un bruit monstre. Hein. Et sauf que, évidemment, il fait très chaud. Le moindre son, ça crée une perturbation. Il faudrait recommencer 15 fois avec tous les membres de l'équipe qui pètent un câble. C'est vraiment, j'adore cette scène, elle est vraiment trop drôle. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment le silence qui vient briser le chaos, alors que d'habitude, c'est l'inverse. Ouais. En fait, on inverse un peu le cinéma et la vraie vie, dans le sens où le cinéma muet avec l'Hollywood décadent et bruyant est remplacé par le cinéma parlant avec un reste plus silencieux, plus sage. Où justement, on va dire, la première fête qu'on voit, c'est la fête où il y a l'éléphant qui arrive, qui cause un chaos incroyable. Alors que là, il me semble qu'une des dernières fêtes qu'on voit, c'est la fête où Margot Robbie, donc Nelly, est invitée. Et que voilà, c'est très cucu, tout le monde est tiré à 4 épingles, faut pas faire de gestes ou de paroles un petit peu déplacées, familières. Soirée mondaine, très beau, parce que c'est eux qui produisent les films. C'est vrai qu'avant, à une époque, les producteurs étaient beaucoup plus... ils faisaient partie des fêtes, c'est eux qui organisaient tout ça, et ils se sont très boboisés, qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Et donc, dans Once Upon a Time in Hollywood, on est dans un Hollywood beaucoup plus avancé, avec des décors plus modernes, beaucoup plus grands, des studios établis, des caméras beaucoup plus avancées. C'est vraiment 2 films qui sont témoins de leur époque. Mais par contre, là où Once Upon a Time in Hollywood prend le parti pris de dire cet Hollywood était très très bien et je veux rester là-dedans, Babylone, lui, au contraire, dit non, il faut avancer, on avance tout le temps, les technologies continuent, il faut continuer de se mettre à la page. Et aussi, je pense qu'il y a un côté, on ne peut pas lutter contre le progrès, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, au bout d'un moment, voilà. On disait que Damien Chazelle fait souffrir ses personnages. Au-delà de ça, il pose aussi la question, pour moi, dans ses 4 premiers films en tout cas, est-ce que la réussite professionnelle et le succès valent le coup de sacrifier son épanouissement personnel ? Pour moi, il a plutôt tranché la question en disant clairement non, ça ne vaut pas le coup. C'est-à-dire que quand les personnages arrivent à atteindre leur objectif, quand ils y arrivent, ils ont dû faire des sacrifices tellement importants que soit ça devient anecdotique, soit on se dit que ça valait vraiment pas le coup. Je veux dire, ils se sont trahis. Mais même dans First Man, je l'ai revu récemment et j'ai eu un peu un nouveau niveau de lecture. Donc c'est un biopic sur Neil Armstrong. Et quand il arrive sur la Lune, la manière que Chazelle a de filmer la Lune, par exemple, il filme une grande étendue vide. Il n'y a rien à faire là-bas. Quand on remet en perspective tous les morts qu'il y a eu, que Neil Armstrong a dû sacrifier un peu la relation qu'il a avec ses enfants, avec sa femme, on sent que lui éprouve des regrets. Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire tout ça ? Peut-être pas. Le plus évident, c'est peut-être dans La La Land, évidemment, où il y a tout cet épilogue où il revoit le film, mais s'il avait fait les bons choix, entre guillemets, les choix, on va dire, les choix du cœur et non pas les choix de la carrière. Rime toujours Ryan Gosling, c'est pour ça que je dis il. Est-ce qu'il aurait pu vivre sa vie avec Mia, donc, qui est jouée par Emma Stone. Et hop, tout à la fin, on revient à la réalité. Ce jeu de regard en mode bon, on a eu ce qu'on voulait au final, mais est-ce que ça valait vraiment le coup, peut-être ? Ça, c'est toujours une fin qui me tue. Et je suis prêt à rechialer dans une salle de cinéma vendredi prochain. Vendredi prochain, parce qu'ils le ressortent dans les cinémas Pathé. Donc nous, on ira le voir au Pathé Wilson. Et ça, c'est à Toulouse. Et c'est vrai que, pourtant, les personnages, ils ont réussi professionnellement. C'est ça. Il a ouvert son bar qu'il a toujours rêvé pour jouer son jazz. Mia, elle est devenue une actrice hyper connue, hyper célèbre, qui a tous les rôles importants. Et pourtant, on n'arrive pas à être content pour eux. Parce qu'on sait que ils sont passés à côté de quelque chose. Un peu dans le même style dans Whiplash, où pour le coup, on n'a pas vraiment l'après. On sait juste que il a réussi à vivre sa vie de batteur. Enfin, en tout cas, il est... Et à impressionner son prof. Et à impressionner son prof.
mais qu'est-ce qu'il a dû faire, il a souffert et tout. C'est toujours des fins douces amères. Un film de Damien Chazelle ne se passe jamais bien, ne se finit pas bien. T'as toujours envie de les couper à un moment donné et de dire, voilà, je arrête le film ici, c'est très bien, et on arrête là. Mais ça se passe pas comme ça. Non, surtout que Babylone, si tu dois le couper au moment où c'est bien, tu le coupes à 45 minutes. C'est ça. Oui, parce que pour le coup, la chute est beaucoup plus importante. Dans Babylone, c'est tout le sujet du film. À l'inverse, Tarantino, dans son Once Upon a Time in Hollywood, lui, il montre plutôt une carrière qui était en chute libre et qui se redresse. Oui. Rick Dalton, on lui propose des nouveaux rôles parce qu'il y a tous ces western spaghetti qui arrivent, qui commencent à être produits, et donc il a une carrière qui émerge. Ouais, parce que c'était un acteur, pour repasser le contexte, c'est un acteur qui a plutôt fait de la télé, donc sur des séries de western, qui est en déclin parce que ça n'intéresse pas forcément grand monde encore à cette époque. Il fait quelques tentatives de films qui sont plus ou moins fructueuses, jusqu'à ce qu'il parte en Italie, qu'il fasse ses western spaghetti, comme tu l'as dit, où c'est c'est parodie, on va dire, c'est l'équivalent de James Bond en Italie, hein, Dynamite Jim. Et, Nebraska Jim. T'es sûr? Ah, le film, c'est Nebraska Jim. Ok, est-ce que je me souviens du jingle, se fait Dynamite Jim. Alors, en vrai, il en fait plusieurs dans le film, mais Ah, c'est possible, ouais. si je te retrouve le... Ah non, c'est un vrai film, Dynamite Jim. Mais non, c'est Operazione Dynamite. Ah oui, oh putain, Dynamite. l'affiche, elle est magnifique. Voilà. En fait, j'ai foutu les deux films ensemble. Et donc, il y a une vraie ouverture à la fin avec Sharon Tate qui lui propose de venir dans sa maison, d'éventuellement rencontrer Roman Polanski. On peut encore prononcer le nom de Roman Polanski? On va dire que dans cette timeline, c'est peut-être pas un enfoiré total, mais... Il y a quand même des sous-entendus. Je sais pas exactement la relation qu'ils ont, Tarantino et Polanski, mais il y a quand même des sous-entendus où ils disent... Il y a Steve McQueen à un moment donné qui parle à une fille, qui explique la relation qu'ils ont entre eux, et qui dit... Ouais, mais le jour où Roman Polanski il va faire un truc de travers, elle va partir. Et à un moment donné, il dit aussi qu'elle aime bien un certain type d'homme qui ressemble à des enfants de 12 ans. Oui, je pense que c'est un petit tacle, parce que forcément, à cette époque, Roman Polanski, il est considéré comme un futur grand réalisateur, il est très prometteur et tout le monde l'adore. Je pense que c'est un peu pour défaire les critiques, parce que forcément, oui, à l'époque, les personnages vont plus ou moins tous se considérer comme quelqu'un de prometteur et de visionnaire, un bon réalisateur, ce qu'il a été. Voilà. Mais du coup, je pense que c'est pour faire taire les critiques en mode « Ah, mais du coup, s'il dit que c'est un bon réalisateur, c'est-à-dire que Tarantino, il aime bien Polanski. » Je pense que c'est juste parce que les personnages, à l'époque, pensaient comme ça, mais et ensuite, cette petite réplique pour montrer que non, quand même, ça reste une merde. Se le dédouaner un petit peu. Sûrement, ouais. Parce que des fois, le public est un peu con contre ce que dit un personnage, ne reflète pas ce que pense l'auteur. Et autant, des fois, c'est évident, autant, des fois, quand c'est sur des sujets, on va dire, plutôt controversés, les gens ont tendance à oublier. Si on revient un petit peu aux carrières qui dégringolent, il y a quand même un des personnages qui réussit. C'est Palmer, le musicien, oui, qui lui, justement, dans cette soirée mondaine, il décide d'abandonner cette vie, d'arrêter de se trahir. Et donc, il décide d'abandonner cette vie. Il fait le choix inverse des autres personnages. De sortir du système. Et c'est le seul qui finit le film heureux. Il rejoue dans des petites soirées, des balles, et ça lui plaît. Et donc, si on en revient à cette question de la réussite professionnelle, est-ce qu'elle vaut le coup de sacrifier son épanouissement personnel? Qu'est-ce que Tarantino en pense, selon toi? Pour le coup, c'est un peu compliqué parce que les personnages, ils sacrifient pas forcément grand-chose dans le film, en fait. C'est-à-dire qu'ils subissent un peu, enfin, en tout cas, Rick Dalton, il suit ce qu'on lui dit de faire, hein. Quand on lui suggère d'aller en Italie pour refaire sa carrière, il le fait. Et au final, ça lui va bien parce qu'il revient avec une femme en plus, qu'il a l'air d'aimer, qui ne meurt pas à la fin du film. Donc vraiment, tout va bien, quoi. Tu me dis, à un moment, t'as un peu peur, évidemment, pour Cliff, parce que il se fait planter au niveau de la cuisse, et en fait, non, il meurt pas, tranquille, hein, il part juste à l'hôpital. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a pas... Cette question ne se pose pas forcément, ou en tout cas, peut-être que Tarantino le traduit en disant, vivez la vie, ça se passera pas. Mais pour moi, peut-être qu'il n'y a pas de sacrifice forcément pour lui à faire. Et si tu vas chercher dans ses autres films, est-ce que tu penses qu'il y a des pistes de réflexion là-bas? Peut-être dans Pulp Fiction, je pense, où le personnage de Bruce Willis, il choisit de trahir Marcellus Wallace, où il décide de ne pas se coucher au Max the Box, ce qui fait que il va envoyer Vincent Vega et tout à ses trousses. Au final, il s'en tire, non sans mal, mais voilà, il aurait pu continuer juste à avoir une mauvaise estime de soi, mais de lui-même. Mais d'avoir les sous qui vont avec. Au contraire, au moins, il se rappelle que non, quand même, je suis quelqu'un, j'ai un peu d'amour propre. Pour moi, dans les films de Tarantino, il y a ce truc assez magique de tout se passe souvent plutôt bien, on va dire. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, mais de manière générale... Oui, ils ont du plot armor jusqu'à un certain moment. Littéralement, dans Pulp Fiction, quand t'as
John Travolta, Vincent Vega. Vincent Vega et Samuel Jackson qui se font tirer dessus et que ils détruisent tout le mur sauf eux, Oui. c'est littéralement Tarantino qui les protège. Et c'est un peu pareil dans ce film, c'est vous inquiétez pas, il y a le scénariste derrière, on est dans un film, on n'est pas dans la réalité, il va rien vous arriver, même si c'est compliqué, vous allez toujours vous en sortir, même si Cliff, il a une vie compliquée, qu'il n'est pas trop bien vu sur les plateaux de cinéma, il va rien lui arriver de grave en fait. Parce qu'il a une sale réputation, il est suspecté d'avoir tué sa femme. D'ailleurs, le film ne dit pas vraiment s'il a fait ou pas, je le sous-entends, mais on ne prend pas vraiment le parti. C'est ambigu et techniquement, c'est bien des fois de ne pas avoir de réponse. Et des fois, je pense qu'à la fin du film, on peut se dire peut-être qu'il en est capable, peut-être qu'il l'a fait, parce que les hippies, il les tue, on va dire, sans trop y penser, quoi. Bon, après, il est défoncé, donc... Complètement shooté, ouais. Il est complètement défoncé, donc c'est peut-être que c'est pour ça qu'il n'y pense pas, mais je veux dire, il n'a pas de remords à y aller, et de façon quand même plutôt cruelle, quoi, plutôt violente, quoi. Après, ce que tu disais sur on va dire l'armure en scénario des personnages de Tarantino, c'est assez intéressant, même s'il y a un côté un peu pathétique dans ces films à Tarantino, où par exemple Vincent Vega, voilà, il survit à cette fusillade, mais ensuite il meurt sur les shots, quoi. Oui. Et alors qu'un gangster, une mort de gangster en général, si tu prends Tony Montana, c'est toujours un peu spectaculaire, alors que là ça l'est pas. Dans Les 8 salopards aussi, tu vois, il y en a certains, ils partent dans des effusions de sang, mais techniquement Samuel Jackson, il meurt que parce que, Warren, il meurt juste parce qu'il saigne à mort parce qu'on lui a tiré dans les couilles. Enfin, il y a un peu ce délire-là. Et pareil dans Babylone, où Manny, il survit juste parce qu'il se pisse littéralement dessus devant le mec qui est venu l'abattre. Et au final, lorsqu'il a pissé, il dit non mais vas-y, casse-toi, mais reviens pas, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, en général, ça se finit mieux du côté de Tarantino, en tout cas pour certains. Ouais, si on pense à Django, lui, tout lui réussit. Par exemple, dans Django Unchained, même s'il perd son ami, au final, ça va. Il peut mener la belle vie avec sa femme. C'est ça. Surtout que ça se passe quelques années avant le début de la guerre de sécession, comme c'est dit au début. Donc on sait qu'a priori, il n'y a pas trop de chances qu'il retourne en esclavage. Ce qui est marrant, c'est que dans Babylone, ils recréent des scènes de films, ou alors ils en inventent des nouvelles. Je sais pas, en fait, je me suis renseigné si dans Babylone, c'est des vrais films qu'ils refont, ou si c'est des films qu'ils inventent. Genre le coup de l'alarme, le coup du baiser devant la grande bataille en fond. Ah, la chance ça, là, peut-être. Mais en tout cas, inspiré de films qui existent déjà. Et en tout cas, ce qui est marrant, c'est que Margot Robbie, quand elle va au cinéma dans Once Upon a Time in Hollywood, elle va voir un film avec la vraie Sharon Tate. Et donc, on a un sentiment bizarre on voit un film avec Sharon Tate, avec la vraie Sharon Tate, mais avec Margot Robbie dans la salle qui joue Sharon Tate. C'est voilà. assez intéressant. Alors que, pour autant, Rick Dalton, qui est donc un acteur inventé pour le film, quand on montre des extraits de films qui existent vraiment, comme La Grande Évasion, c'est lui, donc c'est DiCaprio, qui a été incrusté dans le film à la place de l'acteur originel. Donc je sais pas pourquoi Tarantino n'a pas voulu le faire pour Margot Robbie, alors que là pour le coup c'est une actrice qui existe vraiment. Alors ils auraient pu recréer la scène, tu vois, plus par hommage, je pense. Parce que Rick Dalton, c'est pas lui qui a eu le rôle. En fait, ils expliquent que c'est Steve McQueen qui a eu le rôle à la fin, comme dans la vraie vie. Ah oui, c'est vrai. Mais ils l'ont incrusté comme si c'était un essai. D'ailleurs, c'est marrant parce que la série Bounty Law, c'est une inspiration de Chasseur de primes, qui était la série qui a fait découvrir Steve McQueen, tout cet héritage-là. Et dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est surtout des films en costume, c'est des films de cow-boy, des films d'époque. Alors que pourtant dans Babylone, qui se passe bien avant, on explique qu'on commence un peu à en avoir ras-le-bol de faire des films d'époque, des films en costume et qu'on a envie de quelque chose d'autre. C'est la boucle qui boucle finalement. Mais c'est comme maintenant, c'est Christopher Nolan qui l'a dit récemment, on arrive dans une époque où les gens en ont marre des suites et des suites de films. Alors que je me souviens, il y a 10 ans, les gens disaient « Ah, c'est chiant, il n'y a que des suites et des remakes ». Donc est-ce que c'est un espèce de serpent qui se mord la queue perpétuelle ? Je pense que ouais, ça a toujours été ça. En soi, on n'est pas hyper créatifs, nous les humains. On fait des trucs, on refait. Je veux dire, les films à une époque, il y avait des films de western. Aujourd'hui, on n'en fait plus. Aujourd'hui, on fait des films de super-héros qui sont un peu dans la même idée. Et puis un jour, on n'en fera plus. Et puis on reviendra au western. Et c'est un cycle perpétuel. Mais ou alors un nouveau genre arrivera. Ou un nouveau genre, tout à fait. C'est un éternel recommencement, le cinéma. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ce que tu disais par rapport aux films qui sont dans Babylone, est-ce que c'est des vrais films ou pas ? Alors là, je n'aurai pas la réponse, mais je suis quasi sûr que Jack Conrad, le personnage de Brad Pitt, il est inspiré de Clark Gable, donc l'acteur qui était dans, entre autres, Autant emporte le vent. Parce que voilà, ils ont le même genre de voix, ils ont la même tête. Pour moi, c'est assez évident. Sachant que voilà, c'était un acteur incontournable, pareil, qui est mort assez jeune, et je crois qu'il avait 40 ou 50 ans. De manière générale, je pense que c'est un medley de plein d'acteurs qu'il y avait à l'époque. Voilà. Comme Cliff Booth et Rick Dalton, voilà, c'est des medleys, on prend des inspirations de partout et on crée des nouveaux personnages inspirés de ça.
Il y a un truc commun de films, même si c'est pas traité pareil. Dans les deux films, il y a une séquence un peu d'horreur. Donc, dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est quand Cliff Booth arrive au ranch parce qu'il a pris l'hippie en autostop et qu'il se souvient qu'ah oui, ce ranch-là, il appartient à un pote à moi. Il va pour le voir à la maison qui est infesté d'hippies. En fait, pendant un moment, on se dit, ah, mais est-ce qu'ils vont le tuer ou pas? Est-ce qu'on sent qu'il y a un truc qui va pas? En fait, on sent qu'il y a un truc qui... Il y a une tension qui se crée. Voilà. Et ils disent, non, mais il est là, mais il dort, le dérange pas. Toi, tu dirais, ça pue l'embrouille. En fait, non, il est vraiment en train de dormir et a priori, ça se passe bien. Un peu perdu la tête quand même, le frérot. Non, bien sûr. Mais je veux dire, pendant un moment, c'est filmé de très près. Les personnages ils sont derrière des fenêtres, des cloisons. On se dit, ah là là, est-ce que ça va partir? Tout ça. On sent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Surtout quand on sait que ces hippies-là, c'est les hippies de Charles Manson. Donc on sait qu'ils ont déjà tué des gens et qu'ils peuvent recommencer. Mais même quand cette scène se finit, après il revient à sa voiture, il y a un couteau planté dans la roue. C'est ça. Et il commence un peu à vouloir tabasser le hippie et ils vont chercher Tex justement, qui est le futur meurtrier. Tu sens que si ça s'arrange pas bien, il peut se passer un truc grave. Mais encore une fois, l'armure en scénario, elle est là et elle le protège. Voilà, Cliff Booth, il démonte la gueule de notre hippie. Facile. Et donc dans Babylone, cette scène d'horreur, c'est la scène avec Tobey Maguire donc, qui arrive et ensuite il emmène nos personnages dans une espèce de crypte là, une espèce de... dans les bas-fonds au 3e sous-sol. Ouais, au milieu du désert là, et qu'il y a... il y a un mec qui mange des rats vivants, voilà, ou des Qui n'a jamais fait ça. Voilà, ou des siamois, une partouze de siamois, enfin, truc sympa quoi. Elle est très étrange et ça montre vraiment les personnages qui touchent le fond. Tu sais, tu pensais qu'ils étaient déjà au fond, mais non, ils redescendent encore. Voilà, parce qu'ils sont obligés d'y aller parce qu'ils ont donné de l'argent. Donc déjà, la scène était anxieuse parce que tu sais que voilà, c'est un endroit dangereux où il y a que des gens dangereux. Et d'autant plus que, en fait, le personnage de Manny se rend compte que les billets qu'ils ont donnés à Tobey Maguire, c'est des faux en fait. D'ailleurs, il y a un foreshadowing avec ça. C'est que quand Manny arrive sur un plateau, il y a le technicien qui vient lui montrer, regarde les billets, ils sont super réalistes, lui il s'en fout, il veut faire son truc. Foreshadowing, il y a d'autres foreshadowing d'ailleurs dans le film. Tu m'avais parlé de Margot Robbie, enfin de Nelly Leroy, qui dit au début du film qu'elle va partir en dansant dans la nuit, que personne ne la retrouverait. Et effectivement, la dernière scène où on voit Nelly, elle se barre en dansant dans la nuit et disparaît au milieu de la route. Et on apprendra que plus tard, dans l'article sorti dans le journal, qu'elle est morte. Voilà. Et qu'elle a fait une overdose, c'est ça? C'est ça. Oui, parce que ça passe très très vite. Alors au cinéma, j'ai pas pu faire pause, évidemment. Et là, au DVD, je me suis dit, intéressant de voir, parce que je me demandais, est-ce qu'elle s'est fait rattraper? Est-ce qu'elle est morte toute seule ou quoi? Et en fait, non, elle est morte, a priori, d'une overdose dans un appartement miteux. Et dans Once Upon a Time in Hollywood, il y a un autre foreshadowing. Donc un foreshadowing, c'est on introduit un élément au début du film qui aura une résonance plus tard. Dans Once Upon a Time in Hollywood, il y en a aussi, c'est celui du lance-flamme, où il y a un extrait de film au début, qui pareil est une reconstitution d'un vrai film, où il utilise son lance-flamme pour brûler des nazis, et au final, il le réutilise plus tard, durant l'attaque des hippies, une scène qui est très très drôle. Parce que qui ne garde pas un lance-flamme dans son abri de jardin? Moi, j'ai pas de jardin. Bon, déjà, c'est réglé. Il y a un truc que j'aime bien dans Babylone et dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est les caméos, même s'ils sont pas traités de la même manière. C'est que chez Tarantino, c'est des caméos de gens qu'il connaît et qu'il y a eu dans plein de films à lui, alors que Damien Chazelle, c'est des acteurs ou même des réalisateurs qu'on n'a pas vu venir. Par exemple, Olivia Wilde, au début, qui joue la femme de Jack Conrad. Il y a aussi donc Spike Jonze, le réalisateur de Her, qui joue le réalisateur allemand complètement fou. Il y a Tobey Maguire, alors c'est plus qu'un caméo pour le coup, parce qu'il a vraiment une séquence à lui, mais il arrive là d'un coup et il repart après. Il est producteur du film aussi. Oui, c'est vrai que pendant longtemps, Tobey Maguire, il a été, depuis la fin des années 2000, jusqu'à là, récemment, quand il est revenu pour Babylone et pour Spider-Man No Way Home, il était plus à la production qu'à l'acting, même si là, il a plus tendance à revenir. C'était cool, parce qu'on aime bien Tobey. Voilà, des acteurs qu'on n'a jamais vus chez Chazelle avant, alors que chez Tarantino, les caméos qu'on va avoir, c'est Kurt Russell et Zoé Bell, qui ont été tous les deux dans Death Proof, ou dans Boulevard de la Mort, pour les Français. C'est Bruce Dern, qui était dans Les 8 salopards, qui était dans Django. Voilà, dans Django, il faisait aussi un caméo. Donc il y a ses habitués, mais il y a aussi des acteurs qu'on n'a jamais vus avant chez Tarantino, comme Al Pacino déjà, qui a qu'une seule scène, même Timothy Olyphant. Il y a aussi Luke Perry, je crois que c'était son dernier rôle d'ailleurs après sa mort, ou un peu avant. Il n'a pas joué après sa mort, donc... Oui, non, c'est mort. D'ailleurs, ça je m'en suis rendu compte que quelques années après, l'acteur qui joue Tex, donc un des hippies de Manson qui vient à la fin du film, il est joué par Austin Butler, donc l'acteur qui a joué Elvis, c'est là qui va jouer Fed Rota dans Dune 2. Mais avant qu'il soit vraiment connu, d'ailleurs c'est marrant de voir le film parce que tu dis putain, c'est lui. Il y a aussi Dakota Fanning, et même Sydney Sweeney. Oui, je l'ai reconnu à la fenêtre, qui guette à la fenêtre.
Donc on a parlé de films qui parlent de cinéma. Benjamin, pour toi, c'est quoi le meilleur film qui parle de cinéma? Cinéman de Yax. Non, mon Dieu. Forcément, facilement, comme ça, je pourrais te dire Babylone. Après, en tout cas, de ceux que je préfère, déjà, rien que pour l'année dernière, il y a Babylone et The Fablesman, dont tu as parlé tout à l'heure. Il y a aussi La Nuit américaine de François Truffaut. Il y a, dans ceux que j'aime beaucoup, il y a 8,5 de Fellini, Cinéma Paradiso aussi, un grand classique, qui a une fin qui ressemble à celle de Babylone avec cette espèce de montage de film qui rend hommage à un certain cinéma et qui, pareil, provoque des émotions assez fortes. Il y a Nope aussi de Jordan Peele, qui parle du cinéma et du divertissement en général. Mais de manière moins littérale. Voilà. Pour conclure, donc on a 2 films qui se répondent un peu l'un l'autre et 2 films qui pourtant posent des messages un peu opposés en mode le cinéma c'était mieux avant, la vie hollywoodienne était beaucoup mieux avant, et de l'autre, le cinéma avance, le cinéma est éternel, le cinéma est immortel et le cinéma rend les acteurs immortels comme Carl Weathers qu'on a vu qui vivra toujours au travers de ces films. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté cette 4e émission de Rien à voir les films. J'espère que ça vous a plu pour la prochaine fois. Benjamin, je suis désolé, mais on va parler de 2 films qui n'ont vraiment rien à voir. Je sais pas à quel point comment on pourra trouver, parce qu'on parlera de Jurassic Park et de Fantomas. En attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Babylone sur Canal+, et Once Upon a Time in Hollywood sur Netflix. Et bien évidemment, les 2 films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Ciao, bye. Où vous allez comme ça, madame? Je vais à l'intérieur. Je suis Nelly Laroy. Gambetta. Y a pas de Nelly Laroy. Ok, c'est quoi ton problème, putain? Tu t'appelles comment? T'es de quelle brigade? Quel film! Oui, c'est un bon film, ouais. C'est tellement amusant. Ça canarde sec, hein. Alors ça, c'est mon truc, j'adore quand ça canarde. Votre attention, messieurs les caïds, avec vos grosses burnes! Qui voudrait voir mon paternel affronter un serpent à sonnette? Putain, ouais! Alors, qu'est-ce qui se passe, Marius? Et pas ce qui se passe, Randy, c'est que ton petit raté de merde, là, ton pote qui a tué sa bonne femme, était en train d'éclater la gueule à Bruce. Quoi? Salut, Randy. Chris, mais t'es malade, putain! Je précise tout de suite que personne n'a éclaté la gueule de Bruce. C'était un combat amical. C'est à peine s'il m'a touché. Je crois que la carrosserie de la caisse est pas du tout de cet avis.